Merci de nous rejoindre sur la télé du 21e siècle. Vous aider à mieux comprendre l'actualité, c'est la mission que nous nous fixons tous les jours dans l'émission Starcom, votre émission de prédilection de Star 21 TV. Ceci pour vous permettre de prendre position sur les sujets de l'actualité sociopolitique de la Guinée en toute responsabilité. Dans cette émission, il faut rappeler tout simplement que nous parlons de l'élection présidentielle prévue pour le 18 octobre 2020 en Guinée. L'opposition se fissure face à la candidature d'Alpha Condé à un troisième mandat, alors que Cellou Dalein Diallo se lance dans la course à la présidentielle. Le chef de file de l'opposition parlementaire, Elhadji Mamadou Sylla, lui, n'ira pas au scrutin présidentiel d'octobre prochain. Il s'est retiré complètement du processus électoral en cours. Le leader de l'Union démocratique de Guinée, UDG, a annoncé son retrait ce mardi 8 septembre 2020. Et nous, dans cette émission Starcom, on pose le débat, participer ou pas, quelle stratégie semble la plus efficace face à Alpha Condé, et l'opposition guinéenne doit-elle une fois de plus opter pour la politique de la chaise vide? Toutes ces questions seront répondues dans cette émission, mais ça sera juste après ça. Merci de nous préférer et de nous renouveler sans cesse votre considération. C'est ce qui donne de l'énergie et du courage dans cette émission pour vous servir au meilleur de nous-mêmes. Aujourd'hui, pour en parler et pour répondre à toutes ces interrogations que nous avons suscitées ici-là, comme invité dans ce numéro de Starcom, avec moi sur ce plateau, Dr Ousmane Doré, président du Mouvement National pour le Développement, MND. Et puis, nous aurons également comme invité téléphone dans la seconde partie de cette émission Starcom, M. Bahouri, président de l'Union des démocrates pour la Renaissance en Guinée. Mais avant, on va dire bonjour à notre invité qui est déjà sur le plateau avec nous, Dr Ousmane Doré. Tout le plaisir est pour moi de vous avoir dans l'émission Starcom. Bienvenue sur la télé du 21e siècle. Bonjour, et le plaisir est pour moi d'être avec vous ce matin. Ah ouais, et cette réaction notamment pour cette première visite du côté de Star 21 TV. Tout à fait, très impressionnant, studio. Et je souhaite quand même que vos auditeurs perçoivent les messages comme tels aussi. Alors, on va commencer cette émission avec vous par cette première interrogation. C'est vrai que vous êtes parmi ceux qui ont porté la lourde tâche de ce gouvernement d'union nationale au sorti notamment de ces soubresauts de 2006-2007. Vous avez occupé le poste de ministre de l'économie et des finances. Alors, cette question, à regarder aujourd'hui l'évolution sociopolitique de la Guinée, rythmée par ces mouvements de protestation, de manifestations politiques, avec ces morts, ce débat autour du changement de la Constitution, est-ce que vous êtes finalement surpris? Qu'est-ce qui pourrait expliquer tout cela? Écoutez, c'est une situation très regrettable pour un pays, que tout semble se passer comme si c'est un perpétuel recommencement. Vous avez parlé de ce gouvernement de consensus qui a été mis en place en mars 2007. C'était à la faveur justement d'une crise profonde. Une crise politique qui s'est transformée en une crise économique aussi, parce que les indicateurs étaient tous sous rouge, et qui a fait que, sous l'égide de la communauté internationale, une solution a pu être trouvée pour permettre à la Guinée finalement de retrouver le chemin du développement. Et nous avons posé des actes, peut-être que ce n'est pas le lieu d'évoquer tout ça ici, mais c'était un gouvernement que les populations aujourd'hui semble indiquer aura été le meilleur gouvernement dans l'histoire post-indépendance, à travers les réformes vertueuses. Le gouvernement dirigé par l'ancien Premier ministre Lansana Kouyaté. Exactement, et dont j'occupais le poste de ministre de l'économie, des finances et de la planification. Alors, ceci dit, avec tout ce qui a été opéré pendant la période, vous vous rappelez, c'est 200 de nos concitoyens qui ont perdu leur vie pour amener la résolution de la crise et ce gouvernement. Nous avons très rapidement essayé de résoudre la crise qui couvait, c'est-à-dire rétablir la confiance dans la gestion macroéconomique, aider le gouvernement à s'occuper des problèmes sociaux de base, et tout ça, rétablir, je veux dire, les réserves de notre banque centrale, contrôler l'inflation et tout ce que cela suivait. Nous avons l'autre dossier de la mission, c'était d'organiser les législatives qui couvaient, malheureusement qui n'ont pas pu lieu avant le décès du président Conté. Alors, savoir que 12 ans après, une décennie après, on se retrouve dans une telle situation où une crise politique
combiné à une crise économique, secoue notre pays. Avec toutes ces morts et ces manifestations politiques. Tout ce que ça a entraîné comme conséquences. Je veux dire, mort d'hommes, violence dans ce pays, c'est quand même difficile de comprendre ceci. Alors, ceci dit, personnellement, j'ai passé, après mon passage au gouvernement, j'ai été justement dans les institutions financières encore, d'où j'ai eu le temps d'observer. Et je peux vous dire que la raison fondamentale de mon engagement politique, puisque la question me revient tout le temps, c'est justement ce constat amer que je fais de l'évolution du pays. On va parler de cet engagement politique tout à l'heure. Aujourd'hui, quand même, il y a ces débats parce qu'il faut rappeler qu'en plus de cette réforme économique, il y avait cette aspiration également du peuple de Guinée à aboutir à un état de droit. Cet état de droit, notamment, doit se résumer notamment par la concrétisation de la démocratie et le respect des principes démocratiques. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on entend autour de ce troisième mandat et le changement de constitution avec le FNDC et ses manifestations, et voilà, comment est-ce que vous analysez tout cela et quelle est votre position sur ces deux débats quand même qui ont conduit à beaucoup de morts en Guinée au sortir des manifestations du FNDC? Écoutez, je crois que les questions de démocratie en Afrique, il faut reconnaître sur le continent en général, ça a commencé après la chute du mur de Berlin. Et beaucoup de pays ont fait le virage d'opter pour une démocratie. Chez nous, ça n'a pas marché réellement parce que, et comme vous le notez d'ailleurs, un écrivain le disait, c'est le véritable chemin de croix que notre démocratie a suivi avec une alternance de périodes calmes avec suivi de périodes de violence pendant les élections. Que dit réellement ce qui s'est passé? C'est qu'en réalité, ici, la politique a été menée d'une façon pas, je veux dire, conducive à une démocratie vivante. D'abord, quand le général Lansana Conté avait fait la loi fondamentale, il était prévu même d'avoir 2 partis politiques. L'idée était que, compte tenu des contingences, des réalités socio-économiques et politiques de notre pays, il fallait simplement regrouper les gens sur la base de leur adhésion politique. Et donc, il a proposé 2 partis. Et on sait à l'époque que les politiciens, chacun voulant certainement se prévaloir arriver au pouvoir, avait opté pour un pluralisme démocratique, c'est-à-dire qu'on pouvait créer des partis. Aujourd'hui, on en a près de 200. Alors, on a joué sur la fibre ethnique, beaucoup de problèmes sont apparus à la surface et le vivre ensemble a été malmené dans ce pays, les conditions, la fracture sociale et tout ça. Donc, les conséquences, c'est qu'on a observé des périodes électorales où ces tensions sont attisées et ça conduit parfois à des confrontations violentes. Donc il me semble que ce dont on a besoin au regard de ce passé quelque peu tumultueux, c'est avoir une démocratie ouverte, vibrante, viable, avec des ponts et des espaces de dialogue. Mais cela doit forcément passer notamment par l'alternance politique, l'alternance démocratique. C'est là que nous venons, parce que nous disons que le mal de ce pays, vous avez parlé de l'état de droit et de tout ça, tout cela a clairement été entaché. Parce qu'une démocratie vibrante suppose qu'il y ait un état de droit, un état qui accomplit ses fonctions régaliennes. Moi, au lieu de dire que bon, on a hérité un pays, mais pas d'un état, je dis on n'a pas hérité non seulement un pays, maintenant là, quand je serai au pouvoir, mon slogan serait on n'a pas hérité d'un pays ou d'une nation. Donc voilà, il faut construire cette nation. Voilà, la construction d'une nation viable ne dépend moins de l'hétérogénéité des populations que de la capacité du projet politique à résoudre les rivalités entre les groupes ethniques, religieux et régionaux. Et vous l'avez compris, ce sont notamment les analyses introductives de notre invité, Dr Ousmane Doré, sur l'évolution sociopolitique de la Guinée. Alors, nous allons désormais parler de l'élection présidentielle en Guinée. Il faut rappeler que l'opposition se fissure face à la candidature d'Alpha Condé à un 3e mandat, alors que Cellou Dalein Diallo se lance dans la course à la présidentielle. Le chef de file de l'opposition parlementaire, Elhadj Mamadou Sylla, lui, n'ira pas au scrutin présidentiel d'octobre prochain et il s'est retiré complètement du processus électoral en cours. Le leader de l'Union démocratique de Guinée, UDG, a annoncé, j'allais dire, son retrait ce mardi 8 septembre 2020. On suit ce élément de reportage, on revient après pour décryptage.
Après Sidia Touré de l'UFR, Lansana Kouyaté de PDN, Faya Milimono du Bloc libéral, la coalition patriotique pour l'alternance dirigée par Mamadou Silla, candidat désigné à l'élection présidentielle, vient aussi dénoncer son retrait du processus électoral. Il a officialisé sa position politique au cours d'un point de presse tenu ce mardi, 8 septembre 2020. À travers une déclaration, la coalition relève des insuffisances et un manque de transparence qui pourrait se produire lors du scrutin. À quelques heures du dépôt des dossiers de candidature, aucune position rassurante n'est mise en place, eu égard aux ratés néfastes et scandaleux relevés pendant les dernières élections législatives. L'accalmie des derniers temps risque de tomber en disgrâce avec de nombreux membres du FNDC encore et toujours emprisonnés injustement. Plus grave, plus de 200 de nos concitoyens ont été tués en défendant la démocratie et l'alternance sans que les coupables ne soient encore confondus, poursuivis et condamnés. Les multiples violations des droits humains relevées sur toute l'étendue du territoire national ont été exacerbées par l'attaque ignoble contre les principales autorités morales des 4 coordinations régionales réunies en conclave au domicile de l'âge Nassouma à Tanene. D'ores et déjà, nous condamnons cet acte injustifié et inqualifiable et exigeons l'ouverture immédiate d'une enquête. De toute évidence, des préparatifs en cours à la CENI ne pourront pas garantir la sécurisation des bureaux de vote, la quiétude sociale le jour du vote, l'installation des démembrements, le respect des délais incompréhensibles, etc. De l'impossibilité de sécuriser les bureaux de vote, non seulement tous les électeurs ne pourront pas remplir leurs droits civiques, mais encore les urnes seront à nouveau enlevées avant le dépouillement, avec l'argumentaire sécuritaire comme le 22 mars dernier. Ce qui fait que personne ne pourra déposer des PV de recours devant la Cour constitutionnelle, alors que c'est la seule façon de contrer le fichier corrompu à la disposition du pouvoir. De tout ce qui précède, la coalition patriotique pour l'alternance a décidé de se retirer de la compétition afin de ne pas être partie prenante à la crise post-électorale déjà programmée. Cette décision partagée à l'unanimité et qui sera largement débattue avec nos militants et sympathisants montre jusqu'à quel point nous sentons et redoutons les prémices d'un chaos que beaucoup d'acteurs nourrissent et espèrent aux grandes dames des Guinéens qui ne demandent qu'à aller aux urnes dans la paix et la sérénité. Il n'est pas question d'un boycott pour ce qui nous concerne, mais d'une posture responsable et avant-gardiste. Au demeurant, toutes les composantes sociales du pays veulent l'alternance. Donc il est temps de leur offrir cette opportunité de façon pacifique, transparente et démocratique dans la concorde nationale. C'était la réaction notamment, cet élément de reportage qui illustre ces retraits de l'opposition parlementaire. Alors, docteur Ousmane Doré, il faut dire quand même que c'est une élection qui va être une sorte de première en Guinée, qu'on assiste à un retrait de l'opposition parlementaire, à une élection, c'est une première expérience. Alors, comment est-ce que vous avez aperçu l'annonce de retrait de l'opposition parlementaire à cette élection présidentielle qui est prévue pour le 18 octobre? Ben, écoutez, je pense que ce n'est pas une première. On se rappelle bien des élections de 2003 pour le septennat du général Lansana Conté, que l'opposition avait en bloc rejeté et fait avancer la politique. Mais à l'époque, ils n'étaient pas au Parlement. Alors, ceci dit, ce que je voulais dire par rapport à ce retrait ou cette participation, moi je pense que il y a quand même un précédent. On vient de subir un test de cela, c'était le 22 mars. En boycottant. Et je rappelle que c'est eux qui ont cautionné l'élection du double scrutin du 22 mars parce qu'ils ont préparé ça pendant que l'opposition républicaine n'était pas dans la course. Donc cette fois-ci, certains leaders de l'opposition républicaine n'est pas dedans, sont engagés comme l'UFDG et également ils claquent la porte du parti de la participation. Écoutez, dans l'un comme dans l'autre, ce qu'il faut dire, c'est que les élections présidentielles d'octobre 2020, c'est un événement particulier. Nous avons une situation où inédit, après avoir mis en place une constitution qui garantissait aux Guinéens l'alternance démocratique, et c'est ce qui est en jeu. Donc il me semble que c'est un autre référendum qui se pose, parce que aller aux élections d'octobre 2020, c'est de se dire, choisissons-nous la voie de confiscation, parce que c'est de cela qu'il est question, et que la Guinée rentre dans une ère où
clairement, celui qui arrive au pouvoir peut rester au pouvoir jusqu'à sa mort. Parce qu'en réalité, c'est de cela qu'il est question. Ou alors, c'est un non en disant que nous ne voulons pas cautionner une telle gouvernance ou une telle réalité de notre vie politique, qu'il faut assurer l'alternance par les urnes. Donc, si on voit ces élections comme une forme de référendum, je crois que ça a un sens de participer plutôt que de rester. Mais docteur, ceci dit, non, oui. voilà, allez-y. Oui. Mais quand même sur les griefs voilà, égrenés ici par l'opposition parlementaire, on parle notamment de ce fichier électoral que tout le monde sait, vous, la communauté internationale et pourquoi pas également la CEDEAO reconnaît notamment des problèmes au sein de ces fichiers. Il y a également la mort de toutes ces manifestations, de toutes ces victimes de ces manifestations politiques aujourd'hui. Participer à ces élections, c'est une façon de cautionner notamment ces morts, mais également on parle de l'illégalité du processus parce que tout simplement on estime que celui qui participerait à ces élections, là c'est la position de Sidi Touré, c'est une façon de cautionner la candidature d'Alpha Condé. Là également, il y a toute une véritable argumentaire aujourd'hui qui donne raison parce que tout le monde sait que sur ces trois aspects-là, il y a un problème par rapport à ces élections. Voilà, de toutes les façons, vous pouvez poser le problème de façon très simpliste en disant que c'est ou alors nous venons dans ce processus. Et encore que la question du fichier, nous en sommes conscients. Moi, je pense que pour tous les candidats déclarés, ils ont une opportunité de s'asseoir et savoir de quel fichier on est en train de vouloir s'engager. Et on attend la confirmation de la Cour constitutionnelle pour les candidats déclarés. Et bien entendu, vous suivez mon discours à la convention de mon parti, c'était clair, j'accepte la nomination, mais il y a des préalables, il y a un minimum de conditions qui doivent être réunies. Alors, c'est sur ça, bien sûr, les candidats déclarés ou qui sont retenus vont devoir se battre. C'est vous qui le dites, vous dites il y a ce fichier corrompu, il y a ceci, cela. Non, ça c'est la communauté internationale et sur-régionale qui le dit, ce n'est pas moi, la CEDEAO. La communauté internationale. La CEDEAO a fait une mission spéciale sur ça, ce n'est pas moi qui le dis. Travaille avec la CENI. Ouais. Ça veut dire qu'on doit attendre la fin. De toutes les façons, nous n'allons pas mobiliser des citoyens. Et pour le cas de ces victimes voilà, voilà. Je reviens, je vous reviens, vous attendez que j'arrive. Alors, sur ce qui est du fichier, nous savons qu'il y a des actions en cours avec cette même communauté internationale que vous indexez, la CEDEAO, qui travaille déjà avec la CENI, il y a l'OIF qui sera impliqué. Je sais très bien qu'en mars... Alors, si vous permettez, docteur, on vient de me faire signe que nous arrivons à la fin de cette première partie de l'émission Starcom consacrée essentiellement à l'élection présidentielle. On marque une courte pause avant de revenir dans cette émission pour continuer avec mon invité du jour, docteur Ousmane Doré. Et pourquoi pas, pour cette deuxième partie, on aura un invité au téléphone, M. Bahouri, président de l'URDG. De retour dans cette émission et on continue de parler de cette émission avec ces deux questions que nous posons dans l'émission Starcom consacrée essentiellement à l'élection présidentielle. Faut-il participer ou pas? Quelle stratégie semble la plus efficace? L'opposition guinéenne doit-elle une fois de plus opter pour la politique de la chaise vide? Pour en parler, nous recevons deux invités pour vous. Pour cette deuxième partie, nous avons sur ce plateau Dr Ousmane Doré, président du parti MND, mais également M. Bahouri qui est déjà à bout de fil, président de UDRG. Monsieur Ba, bonjour et bienvenue à l'émission Starcom sur la télé du 21e siècle. Bonjour. Alors, il faut dire que hier déjà, l'opposition parlementaire portée par Elhadj Mamadou Sylla annonce un retrait systématique du processus électoral allant dans le sens notamment de l'organisation de l'élection présidentielle pour le 2 octobre. Alors vous, du côté de l'opposition républicaine qui n'accepte pas de participer à ces élections, comment est-ce que vous avez appris cette annonce de retrait de l'opposition parlementaire du processus électoral? Vous savez, nous nageons dans le contexte actuel dans une confusion juridique et institutionnelle de vaste amplitude. Ce qui fait que les acteurs politiques ne savent pas à quel sein se vouer. Par-ci, aujourd'hui c'est par-ci, demain c'est par-là, alors que les fondamentaux de l'état de droit sont totalement anéantis. C'est la raison pour laquelle nous nous retrouvons dans cette confusion qui ne va qu'en s'accentuant. Alors, Monsieur le Président, c'est vrai que votre position, elle est connue par rapport à ces élections, à cette élection présidentielle, mais aujourd'hui, à quoi ça sert cette politique de la chaise vide désormais, de l'opposition? Il n'y a pas de politique de chaise vide.
avant de parler de politique de chaise vide, il faut se poser la question, est-ce qu'il y a un cadre juridique conséquent, sérieux, pour dire qu'il faut participer ou pas? Nous sommes dans un cadre juridique totalement bafoué, avec une absence de constitution qui fait que dans un pays où il n'y a pas de loi suprême, vous ne pouvez pas parler d'élection sans au préalable remettre en force l'ordre constitutionnel. Dans le contexte guinéen, la constitution a été abrogée, une nouvelle a été proposée, un référendum a eu lieu, une falsification est intervenue qui a annihilé tout ce qui a été fait auparavant, ce qui fait que nous sommes dans un vide juridique. Et dans un pays normal, avec des gens sensés qui veulent aller dans le sens du fonctionnement normal de l'état de droit, il faut un minimum de rigueur et de discipline pour savoir que ce qui se fait en Guinée aujourd'hui est quelque chose de totalement inédit. Et il n'y a pas de politique de chaise vide. Ce qui doit être à l'ordre du jour, c'est la remise en place des organes de transition susceptibles de remettre la Guinée sur les rails. Si on ne fait pas ça, tout ce qui va être fait par la suite ne feront qu'accentuer le désordre pour rendre notre pays ingouvernable. Alors, cette question, Monsieur le Président, je rappelle que vous êtes le président du parti UDRG. Il y a cette rencontre décisive qui s'annonce notamment du côté du FNDC. On a l'information qu'il s'agira tout simplement d'une purge des partis engagés déjà dans le processus électoral, notamment c'est le cas de l'UFDG. Alors qu'est-ce qu'il faut s'attendre au sortir de cette rencontre du FNDC aujourd'hui, si dans les conditions normales qui doivent se tenir aujourd'hui? Il faut attendre que les discussions se terminent. Parce qu'en Guinée, rien n'est logique, rien n'est cohérent. Les acteurs sont à géométrie variable. Donc, attendons la fin de la réunion pour savoir dans quel sens les décisions seront prises. Pour le moment, je m'abstiens de tout commentaire à ce sujet. En tout cas, Monsieur le Président, il y a une chose qui est claire. Selon beaucoup d'observateurs, le FNDC, la colonne vertébrale du FNDC, c'est bien évidemment l'UFDG. Et aujourd'hui, avec cette menace qui est brandue par le FNDC d'exclusion, alors imaginons que l'UFDG ne soit plus membre du FNDC. Qu'est-ce qui va rester au FNDC et quelle va être la force de frappe désormais du FNDC sans l'UFDG? Vous savez, des empires naissent, grandissent, atteignent leur apogée, rentrent dans une phase de déclin et meurent. Ouais. Il en va de toutes choses dans la vie. Je suis le fondateur de l'UFDG. Je suis actuellement président de l'UDRG. Nous continuons le combat démocratique qui n'a pas commencé hier, mais qui a une longue histoire, une longue tradition. Les petites parenthèses ne nous empêcheront pas de poursuivre le chemin et de mener notre pays au parachèvement du processus démocratique dont la Guinée a besoin. Alors, Monsieur le Président, au regard de cette citation que vous venez de dire là, est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas s'accorder à dire que ceux qui ont pensé que le FNDC s'est trompé de stratégie en acceptant que la télécommande du front soit gérée à distance par les politiques que vous êtes? Bon, non, je pense que c'est pas le politique qui est en question. C'est la cohérence et la rigueur dans les approches de nos compatriotes guinéens qui est en défaut. Lorsqu'on fonctionne au gré de ses intérêts personnels, il va de soi que les principes ne peuvent pas résister à l'assaut de ce genre d'attitude. Et c'est ça qui mine le jeu et la tragédie politique guinéenne depuis très longtemps. Les intérêts personnels l'emportent sur la nécessité de faire prévaloir les intérêts nationaux et les intérêts exclusifs du peuple guinéen. Ouais. Alors, cette dernière question, Monsieur Bahouri, il faut rappeler que c'est vrai qu'on vous octroie
ce droit de ne pas participer à cette élection présidentielle pour, dit-il, ne pas cautionner la forfaiture entre griffes du prochain Alpha Condé. Mais cependant, vos détracteurs estiment que vous avez tout à fait intérêt à ne pas participer à cette élection parce que vous savez pertinemment que c'était perdu d'avance en termes de mobilisation politique et en termes même de moins aujourd'hui à assouplir vos ambitions politiques. Que dites-vous de cela? Non, ça c'est une petite interrogation périphérique, j'allais dire. Mais savez-vous que si on veut que demain qu'il y ait la paix, qu'il y ait un fonctionnement normal des institutions, il faut refuser d'encourager la culture de l'impunité. Si moi, je dis je suis le chef, je vais briser le cou à toute personne qui va résister à mes passions, à mes désirs, et que par la suite je parviens à le faire, et que les victimes après viennent s'agenouiller devant moi pour me tenir les jambes, pour dire vous êtes le plus grand, le Seigneur, etc. Cela veut dire que ce sera la culture de la violence, ce sera la culture de l'impunité, ce sera l'indignité pour très longtemps. Et personnellement, je refuse de vivre dans ce cadre. Je veux que le peuple guinéen assume et vive sa dignité propre. Et c'est ça le sens du combat que nous menons aujourd'hui. Ce n'est pas le fait d'avoir un portefeuille ministériel ou d'avoir un poste de député. Tout cela n'est qu'illusion lorsqu'on perd l'essentiel, c'est-à-dire son humanité. Monsieur Bahouri, président de l'Union des démocrates pour la Renaissance en Guinée, tout le plaisir était pour moi de vous avoir dans l'émission Starcom sur la télé du 21e siècle. Merci d'avoir accepté notre invitation, monsieur Ba. Je vous remercie. Au revoir. Et vous l'avez compris, c'était la réaction de Bahouri en direct de cette émission. On revient sur ce plateau avec notre invité du jour, Dr Ousmane Doré. Je rappelle qu'il est président du parti MND, Mouvement National pour le Développement. Alors, docteur, nous parlions notamment de ces griefs de l'opposition parlementaire. On a parlé du fichier électoral et vous êtes en train de dire que c'est possible que ceux qui participent à ces élections puissent avoir notamment un minimum de conditions attenantes pour qu'ils participent à ces élections. Vous pouvez continuer l'explication. Okay. Aubin, si vous avez d'autres réactions à dire par rapport au propos de M. Ba, il n'y a pas de problème. C'est bien, il a fait une bonne intervention qui montre d'ailleurs que ce n'est pas les deux voies, participer et faire la chaise vide. Il a indiqué une voie qui consiste à dire de ne simplement pas aller vers ces élections où il y aurait une transition, je ne sais pas. En tout état de cause, ce dont il est question, c'est de décider si on veut laisser la Guinée à ceux qui estiment que c'est eux qui veulent continuer la gestion de ce pays, et c'est ce qu'il fait en déclarant sa candidature. Donc vous voulez dire, en tout cas cette assemblée parlementaire qui se désire, c'est de dire, bon, on va laisser, c'est ce qui a été fait en 2003, je fais toujours allusion à ces précédents, parce que ça a permis au président Conté de faire un septennat de trop, avec même la fabrication d'une personne... Voilà, Boiba, qui était le seul opposant à l'époque de l'ancien Conté. Pour en faire une élection inclusive. De toutes les façons, nous disons non à cet état de fait. Nous voulons faire le challenge, nous voulons défier aux urnes. Maintenant, pour cela, nous devons nous assurer que... Parce que nous n'allons pas pour animer une vie politique. Je ne suis pas député, je ne suis pas rentré dans les élections ici. Mon parti a visé les présidentielles. Nous allons nous assurer que nous nous engageons dans quelque chose où les acteurs... La troisième partie de l'émission va être consacrée uniquement à votre parti. Mais je voudrais juste être sûr par rapport à ces élections. Parce qu'au regard de tout ce qu'on a... tout ce qu'on parle aujourd'hui, en termes de conditions d'organisation, on sait qu'on a une commission électorale qui a une sorte d'indépendance sous gestion, on sait que le fichier n'est pas bon, on sait que l'administration, à travers les magistrats qui doivent valider les procès de vote dans les bureaux de vote ne sont pas aussi impartials. Qu'est-ce qui vous rassure, vous, malgré tout ce qui a été dit par les autres? Ce qui me rassure, c'est que nous sommes dans le processus pour fixer. De toutes les façons, ce que vous dites là, c'est ce que vous observez ex ante. Nous devons être dans un processus où nous sommes... Le président de l'UFDG ne peut pas rentrer dans ça aussi comme ça. Il est là depuis 2010. Ils savent ce qu'ils ont traversé. Lorsque il y a eu les élections de 2010, le temps qui s'est écoulé entre le premier et le deuxième tour a été prorogé parce que les acteurs dans le processus ont demandé de fixer des conditions. Nous sommes dans ça pour fixer avant de décider de venir. Et je crois que tous les partis qui ont déposé leur candidature sont unanimes
que peut-être il doit y avoir, je ne dis pas, je dis peut-être parce que je ne suis pas technicien, mais j'ose croire avec les débats qu'il y a eu autour de ce même fichier pendant les législatives, il est important que nous travaillions ensemble pour s'assurer qu'il y a un minimum. Maintenant, il y avait la question aussi que s'ils sont partis avec les morts qu'il y a eu, est-ce que ça fait... oui, justement, est-ce que ça vous tique pas sur le plan conscience? Non, je vous dis pourquoi. Moi, je sais une chose, il y a beaucoup de choses, même la falsification de la Constitution ou alors le forcing de cette Constitution, c'est des choses qu'on peut fixer quand on arrive. On ne peut pas simplement dire qu'on fait honneur aux morts comme ça. Lorsque vous faites la conquête effective du pouvoir, vous êtes dans l'optique d'arriver, c'est pour corriger ça, c'est pour les rendre... en fait, c'est une opportunité, de refaire. Absolument. Oui. Absolument, parce que c'est comme vous dites, on va pour se faire descendre. Moi, je ne peux pas croire, et je vous le dis ici en toute connaissance de cause, que personne dans ces élections-là, donc les 12 candidats déclarés, ne peut prétendre avoir de coups KO dont les gens parlent dans la cité. Il y aura forcément ce deuxième tour-là, et je pense que l'idée, pour nous en tout cas, qui avons décidé de rentrer dans ce jeu, c'est qu'il ne s'agit pas de faire encore d'autres morts. Parce que ceux qui sont là, peut-être, si on va dans ce qui s'est passé le 22 mars, c'est peut-être certains concitoyens qui vont se retrouver dans des conditions pas souhaitables. Il faut aller vers ces élections. Il faut s'asseoir autour de la table. Il faut régler les problèmes. Et il faut assurer l'alternance par les urnes. Une alternance apaisée. En tout cas, pour votre cas spécifique, quand même, que comparativement à tous les autres candidats, vous êtes presque l'un des rares candidats qui ne s'est pas aligné ni dans la mouvance présidentielle, ni dans l'opposition, ni dans l'opposition centriste. Alors, comment est-ce que vous pensez, par cette hypothèse, je dis ça hypothèse bien évidemment, ou des interprétations, que les enfants que vous serez un peu, en quelque sorte, notamment une sorte de parti abendis, RPZ arc-en-ciel, parce que vous n'avez pas d'expérience politique, vous venez d'un seul coup, vous ne vous êtes pas mesuré d'abord lors de ces petites élections communales et législatives, vous venez d'un seul coup, ambition président, est-ce que là, ce n'est pas une sorte de promenade de santé et que vous jouerez en quelque sorte le rôle notamment pour le RPZ arc-en-ciel? C'est la position default de la presse guinéenne et moi je les encourage à persister sur le fait que nous sommes novices, nous venons sur ce terrain pour nous tester ou pour rouler pour quelqu'un. Mais moi j'ai confiance au peuple de Guinée. Je sais une chose, c'est que nous avons, avant de nous lancer dans ce combat, pour ceux qui me voient pour la première fois sur les chaînes, on pense que je suis tombé du ciel comme ça. J'ai suivi ce pays, j'ai fait beaucoup d'actes ici que beaucoup peut-être en tant que politiciens n'auraient jamais fait. Ceci dit, dans ce combat, on s'est dit quoi? Il y a des frustrations. Ce peuple est meurtri. Le sous-développement, la misère, le chômage des jeunes. Toutes ces questions que nous avons, dont on a pu même mesurer le pool. Oui, on a vu notamment en faisant le pays votre livre, et je la Guinée à cœur. Dans mon livre, la Guinée à cœur, nous pousse à dire que dans une élection libre et transparente, je veux dire, pas entachée d'irrégularité ou de vol ou de choses, nous sommes capables d'assurer cette alternance. Donc, pour moi, c'est possible. J'accepte qu'on me prenne pour un underdog, c'est le terme en anglais, mais ça me permet de faire rouler mon programme que je sais pourra sortir le pays là de sa situation regrettable que nous vivons depuis 60 ans. Donc voilà un peu... En tout cas, quand même voilà. la chose qui pourrait faire taire à ces suspicions ou à ces interprétations de la presse, comme vous le dites, c'est un peu cette grosse question, parce que vous avez parlé de possibilités du deuxième tour. Est-ce qu'on peut s'attendre, Dr Ousmane Doré, s'aligner derrière un candidat de l'opposition au cas où il y aurait deuxième tour? Écoutez, deuxième tour, nous pensons être là. Et c'est ce que je peux vous dire. Je crois que, comme je l'ai dit, il y a un default, une position default qui consiste à dire que ceux-là qui sont dans ce jeu, ils ne sont que des partis qui accompagnent. J'accepte votre default, mais ça n'engage que vous. Nous avons les populations qui vont aller aux urnes et qui vont voter. Et c'est de cela que nous tenons la légitimité de notre candidature. Non, on a beaucoup de choix. Chacun peut accepter de ne pas aller, d'être dans d'autres positions. J'ai passé le clair de mon temps dans les institutions financières internationales, mais je suis rentré dans ce jeu pour un objectif. Ce n'est pas d'accompagner Paul ou Pierre, je l'ai dit,
mais c'est de faire avancer un programme avec des hommes et des femmes et pour assurer l'alternance dans ce pays. J'aurais pu poser la question, est-ce que vous êtes pour un rassemblement de l'opposition? On va revenir sur cette question. On va revenir sur cette question, notamment dans la deuxième partie de cette émission. Et vous l'avez compris, vous, chers téléspectateurs de l'émission Starcom, vous êtes sur la télé du 21e siècle, la télé de la référence en Guinée. Et l'émission qui passe au peigne fin de l'actualité sociopolitique de la Guinée. On marque une courte pause. On revient après pour clôturer cette émission pour la troisième partie avec notre invité, Dr Ousmane Doré. Vocation, informer, éduquer, divertir, promouvoir l'état de droit et les valeurs morales. Merci pour votre considération de retour dans cette émission Starcom pour cette troisième et dernière partie de l'émission Starcom. Une émission consacrée essentiellement à l'élection présidentielle avec notamment ce retrait de l'opposition parlementaire d'Elhadji Mamadou Sylla qui signe son retrait du processus électoral parce que tout simplement il ne veut pas cautionner cette élection. Alors, docteur Ousmane Doré, il y a aujourd'hui tout à l'heure, notamment, j'ai parlé en termes d'institution de gestion de ces élections, et en termes de CENI, en termes de magistrats, en termes de la neutralité de l'administration guinéenne. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'il y a une possibilité d'aboutir à une élection transparente, crédible et acceptée de tous en Guinée? Bon, écoutez, nous allons nous enquérir de la situation de ces institutions. Nous savons a priori qu'il y a des dysfonctionnements. Nous savons que dans l'architecture actuelle de notre pays, l'exécutif, la notion d'équilibre entre l'exécutif, le législatif et autres, c'est complètement déséquilibré en faveur de l'exécutif et il y a une présomption d'instrumentalisation. Nous savons tout ça. Et je vais vous dire que c'est fort même de tout ça que nous nous engageons véritablement. Vous savez, des élections en Afrique, en Guinée, ailleurs, il y a toujours ces suspicions. Ça relève essentiellement de la façon dont les gens même se moquent de la loi. Sinon, tout est écrit dans les textes. Alors donc, la première des choses, c'est de s'assurer de l'indépendance de cette institution qui est la CENI, sa neutralité vis-à-vis des acteurs. Nous avons eu, lors du dépôt des candidatures, à échanger avec le président de la Cour constitutionnelle. Nous avons pris le temps d'échanger aussi avec cette institution sur ce qui est notre attente de ces élections. Il est clair que même déclaré candidat, si à l'arrivée, nous nous rendons compte que c'est complètement grippé, c'est corrompu, nos préoccupations ne sont pas prises en compte, je peux vous assurer qu'aucun de ces 12 que vous fustigez, pas vous, mais les autres, d'avoir cautionné quelque chose, vont devoir se retirer. En tout cas, ce serait la position du MND. Pourquoi envoyer nos militants voter si c'est pour aller les faire prendre leur vote et puis jeter par la fenêtre? Je pense qu'il faut être optimiste. Nous sommes dans une démocratie pas parfaite, mais encore qu'il y a un minimum, c'est pourquoi j'ai dit minimum de conditions qui assurent. Parce que la coordination entre ces acteurs-là, c'est de dire quoi? Nous avons 11 000 bureaux de vote, par exemple. Je ne sais pas le nombre précis. Toutes choses égales par ailleurs, hein, si le fichier est fixé, on connaît les listes, ça a été... Bon, il y a des problèmes à ce niveau, mais ça, c'est les techniciens qui vont voir ça. Mais ces bureaux de vote-là, nous allons devoir les sécuriser. Ouais. C'est absolument important pour nous de savoir que sur les bureaux, on était présent lors des dépouillements à la base, avant même que ces résultats ne remontent au niveau préfectoral ou national. Ouais. Ça, au moins, on va assurer ça à notre niveau. Maintenant, faut-il encore que le nombre d'électeurs, la façon dont ils ont été enrôlés, est-ce qu'il y a encore des enfants, est-ce qu'il y a des doublons? Toutes ces questions-là doivent être réglées en amont. Mais soyez rassurés que nous ne venons pas pour cautionner. En fait, cette histoire de constitution a été le mobile pour beaucoup d'entre nous de nous injecter dans cette bataille-là. Ouais. Parce que nous disons simplement, fallait-il changer la constitution
Et on se rend compte qu'il n'y avait qu'un seul objectif, c'était de permettre un nouveau mandat. Et ce qui, de notre avis, n'est pas conducive à un État démocratique, où on doit pouvoir, vous devez avoir votre fils qui peut rêver d'être président. On ne peut pas le faire dans un État républicain. Donc voilà un peu ce que je peux vous dire. C'est vrai que vous n'êtes pas un leader notamment qui s'est aligné, je l'ai rappelé tout à l'heure notamment, dans les classes politiques, notamment l'opposition et de la mouvance présidentielle. Alors, puisque vous et les autres qui ont participé à ces élections, vous avez tous l'ambition de barrer la route à Alpha Condé pour se faire notamment un troisième mandat, qu'est-ce qu'on pourrait s'attendre dans les jours à venir entre vous et ces acteurs-là en termes d'unification des actions pour, aboutir à cette ambition? Bien entendu que les contacts, je vous dis toujours, on ne met pas les charrues avant les bœufs. Nous préférons d'abord connaître quels sont les candidats déclarés. C'est ce que la Cour va trancher certainement aujourd'hui ou demain, je ne sais pas. Une fois les candidats connus, j'ai dit, je ne suis ni de la mouvance ni de l'opposition, mais dans mes aspirations, dans l'idéal de changement, je suis avec l'opposition, puisque nous cherchons l'alternance. Oui. Donc nous allons nous regrouper, et comme j'ai dit, la question de surveillance de bureau et tout ça, et même la question de ce fichier, comment est-ce qu'on peut exercer une pression aux autorités compétentes en la matière, avec la communauté internationale qui aussi a un intérêt dans ça. Personne ne veut voir la Guinée dans une situation comme on l'a observé ailleurs. Et donc, on doit fixer les choses. Donc, il y aura une coordination, soyez rassurés. Et nous allons nous dire, puisque nous sommes confiants qu'avec tous ces acteurs, il est mathématiquement impossible d'avoir à arrêter ces élections le 18 octobre. Bon, peut-être un d'entre nous peut réussir ça. Mais je veux dire, on peut raisonnablement s'attendre qu'il y ait un deuxième tour. Et dans ces conditions-là, comme vous l'avez dit, on se réunira et bien entendu, puisqu'on veut l'alternance, si c'est un d'entre nous par rapport au pouvoir en place, et bien entendu, l'idée est que tout le monde vienne parce que c'est ça l'alternance. On peut avoir des divergences aujourd'hui, même ceux qui sont en dehors, qui disent que c'est cautionné, je suis sûr que dans leur tréfonds, ils souhaitent l'alternance. M. Baouri, c'est un ami, j'ai été dans le même gouvernement que lui, je l'apprécie beaucoup, j'ai du respect pour cet homme. Bien entendu, qui parle de transition et tout ça, moi je crois que c'est des second best solutions, c'est-à-dire c'est pas... Sur la question, sur la question de la transition. Si on fait, je vous donne le cas, j'étais au Sénégal, j'ai fait 3 ans représentant dans ce pays. Lorsqu'il y a eu la question, une question exactement comme ça... Le troisième mandat de Wade. Oui, bien entendu. Qu'ils ne sont pas lancés dans une guerre dans ce pays ou ceci, cela. Les hommes responsables se sont dit, voilà le focus, c'est les populations qui vont voter. Assurons-nous que leur voix reflète les réalités. La frustration que j'ai vue... Mais pour le cas de la Guinée, quand même, c'est différent, parce que si nos institutions ne sont pas aussi indépendantes comme celles du Sénégal... Absolument, mais attention, la Cour constitutionnelle du Sénégal avait cautionné aussi ce troisième... Ce que je vous dis là, un peu partout à travers le monde, les schémas classiques d'élection ne sont plus ce qu'ils sont. Et c'est pourquoi il faut avoir un peu la foi. Ce n'est pas de dire que tout est chaos, ça ne va pas, il vient, il va. Non, il y a des populations que nous avons eu le contact, nous avons eu la chance de contacter. Maintenant, il est possible qu'ils aient leur plan. Le plan de dire, bon, au finish, on va dire à la CENI d'enlever ça, mettre ça. Mais comme je vous l'ai dit, si on part à ces élections avec un fichier quasi... Taillé sur mesure? Non, pas taillé. Maintenant qu'on ait réussi... parce que si c'est taillé sur mesure, je vous dis tout de suite, à l'intention des auditeurs, que nous n'allons pas. Un minimum de conditions de transparence. De transparence. Nous partons parce que nous sommes conscients que ceux-là qui votent, nous pouvons vous dire, moi, je n'ai pas fait des sondages officiels ou scientifiques, mais je peux vous dire que toutes ces mamayas qui font penser aux gens que voilà, tout est gagné d'avance, c'est là, moi je suis serein. Et nous devons rester sereins. Alors, il y a cette question qui revient parce que c'est vrai qu'on met l'hypothèse de cette possibilité notamment de s'accorder sur les conditions à aller vers une élection crédible et transparente au cas où cette condition ne marchait pas et que vous participez à ces élections avec cette configuration actuelle du fichier électoral et même de cette façon d'organisation qui va forcément donner comme favori Alpha Condé. Il
il y a cette question qui revient. À quoi ça sert de participer à une élection pendant qu'on sait déjà qu'on ne peut pas la gagner? Et il y a un seul siège aujourd'hui qui est en pourvoi. Voilà, écoutez, je vous dis, il y a deux genres de tricherie dans ces élections-là. C'est pourquoi je vous dis, tant que ces deux éléments ne sont pas cernés, il faut simplement ne pas aller. Malheureusement, le deuxième cas intervient après votre participation. Le premier, c'est de s'assurer qu'il y a les conditions minimales dont je vous dis là, qu'on est d'accord sur ce fichier, c'est 5 millions, 8 millions, 3 millions, et qui sont... On doit pouvoir le voir clair avec l'aide de nos partenaires. Le deuxième niveau de tricherie, c'est de dire que bon, après l'expression des bulletins des populations et autres, qu'on annule toute une communauté ici, on annule ses voix ici, et puis par des jeux de calcul, comme ils savent le faire avec l'ordinateur, déclarer. Là-dessus, je peux vous dire que nous avons pris des garde-fous. Et ces garde-fous-là, c'est ce qui va incomber cette coordination dont vous parlez avec tout le monde. Parce que, écoutez, même s'il y a une machine quelque part, on me dit d'ailleurs c'est une machine qui est à la présidence ou je ne sais pas où, s'il faudrait que la machine ait un input, ça ne peut pas être une machine qui fonctionne avec... C'est-à-dire que vous avez les bureaux de vote. En tout cas, sauf si on dit les gens ne votent pas. Mais si les gens votent, il y a une expression dans les urnes. Dans les urnes, oui. Et dans ce que j'ai lu dans le code électoral, c'est au niveau de ces bureaux, il y a les premiers dépouillements. Ça doit être connu. Dans les pays avancés, c'est pourquoi le même jour... On centralise les résultats. Non, le même jour, le résultat est connu. C'est centralisé. Alors nous pensons que le temps... C'est que veiller sur ce processus-là, du bureau de vote jusqu'à la centralisation, qu'il y ait une observation. C'est là où il y a certainement un problème. Sinon, normalement, au niveau d'un bureau de vote, s'il y a cafouillage, on pense que soit des bulletins soient annulés ou autres, ça doit être révélé là où nous avons nos représentants. Et dans ces procès-verbaux, c'est clairement indiqué que dans ce bureau X, il y a eu ça, il y a eu des personnes qui sont venues, il y a eu ça. Donc, on sait tout ça à la base, on compile. Aujourd'hui, on n'a pas besoin, même la presse peut être là. Au Sénégal, il y a les réseaux sociaux également. C'est un facteur important. Parce que autant de lances en a compté, nous ne sommes pas dans le numérique. Exactement. Alors, il y a cette question sur laquelle je voudrais avoir votre avis. Que dites-vous de ceux qui pensent que vous êtes amis au président de la République? Quel est votre rapport entre vous et le chef de l'État guinéen? Écoute, je suis ami à tout le monde ici. Moi, j'ai passé le clair de mon temps à l'international. Et le professeur, je l'ai connu, j'étais représentant au Sénégal, il était dans l'opposition, je l'ai connu. Selou, je l'ai connu, j'étais à Washington au Fonds monétaire, il était ministre des Transports et peut-être même à la Banque centrale avant d'être ministre. Ousmane Kaba, il est passé au FMI avec moi, et tous ces acteurs. Alors, vous voyez, ici, il y a une tentative de catégoriser. Moi, je ne suis pas en guerre avec le professeur, je ne suis pas en guerre avec Paul Pierre. Je suis venu, en fait, ceux qui m'ont vu mon parcours depuis que je suis là en mars, ont vu que je suis passé voir tout ce qui compte dans ce pays. Les religieux, la société civile, le professeur lui-même, les opposants, une bonne partie d'eux, parce que je sais, je suis guinéen d'abord. Voilà. Et il le sait, peut-être il va écouter votre émission. Moi, j'ai dit, il suivra, je combat cette tentative de vouloir maintenir. Mon conseil, que je n'ai pas réussi à lui donner, puisque, comme vous l'avez dit, en politique, vous pouvez être comme ça, même si vous êtes ami. Je savais qu'il était sur cette voie. Ma position était de lui dire qu'il peut mieux servir ce pays après 40 ans de lutte et d'avoir contribué à la création, à l'avènement de notre démocratie. Il pouvait mieux faire en restant en dehors de ce processus. Parce que et de rentrer par la grande porte de l'histoire. 13 millions de Guinéens, c'est difficile de penser qu'il n'y a pas un seul Guinéen qui a un programme peut-être même beaucoup meilleur que le sien, même à l'intérieur de son camp. Dans tous les cas, il a pensé comme tel. Bon, nous sommes devant lui et nous allons prouver, et à travers le peuple bien entendu, que ce n'est pas un schéma envisageable pour la Guinée. Alors, nous arrivons à la fin de ce numéro de l'émission Starcom. Dr Ousmane Doré, président du parti Mouvement National pour le Développement. Je vais vous accorder une minute précieuse. Vous allez vous adresser à ces millions de Guinéens qui nous suivent à travers la télé du 21e siècle. Vous observez cette caméra et vous en avez pour une minute. Mes chers compatriotes, Guinéennes et Guinéens,
les élections présidentielles du 18 octobre 2020 constituent un événement important pour notre pays. Elles offrent l'opportunité unique non seulement d'opérer une alternance politique, mais de placer notre pays sur le chemin irréversible de l'émergence économique. C'est à vous donc qu'il appartient de décider dans les prochaines années, c'est pourquoi je parle de référendum, de la qualité de notre vie et de notre quotidien, ainsi que de l'avenir de nos enfants. Certes, les élections par le suffrage universel sont sans contredit un enjeu de pouvoir, voire un choc frontal, sans pitié, qui laisse souvent des traces indélébiles. Mais nous savons aussi que c'est un moment de régulation de la fracture sociale, quand elle se déroule dans les règles de l'art, avec hauteur et responsabilité. Pour cela, je vous invite à me rejoindre pour assurer une alternance apaisée en faveur du MND ce 18 octobre 2020. Je vous remercie. Et vous l'avez compris, c'est sur ce message de notre invité, Dr Ousmane Doré, que nous fermons porte et fenêtre de ce numéro de l'émission Starcom. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir et j'espère tout simplement que vous avez pris du plaisir à nous suivre et que cette émission vous a permis de mieux comprendre ce débat autour de la participation ou pas à l'élection présidentielle et que ça vous a permis également, ça vous permettra également de prendre position sur ce sujet en toute responsabilité. On se reprend dans cette émission avec d'autres acteurs de la vie sociopolitique de la Guinée. Et surtout, ne quittez pas sur cette télé car le meilleur reste à venir. Au revoir.